Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, nous allons parler de chiffres qui influent quelquefois sur nos vies, peut-être même pour certains d'entre nous, des chiffres qui peuvent changer notre comportement. Ce sont les sondages, décriés quelquefois, mais ils peuvent être un véritable thermomètre pour mesurer les attentes de la population sur divers sujets. C'est surtout en période électorale que nous entendons le plus parler de sondages d'opinion, à l'image de ce qui se passe actuellement en Europe et plus particulièrement en France à l'approche des présidentielles. Des sondages qui montrent par exemple une montée inquiétante de l'extrême droite, l'un des derniers en date et qui inquiète toute la communauté maghrébine, publié il y a quelques jours, est celui qui donne Le Pen en tête en France. Elle pourrait gagner selon près d'un Français sur deux. Mais les sondages sont-ils fiables ? Comment ça fonctionne ? Les médias qui informent en font-ils une bonne lecture ? Avec nous, un grand spécialiste des instituts de sondage. Il a travaillé pendant plus de 20 ans pour l'un d'entre eux, peut-être le plus connu, Ipsos. Aujourd'hui, il est consultant à l'international. Mon invité aujourd'hui est Alain Rosenfeld. Bonjour. Bonjour Fathia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avec vous, on va essayer de décrypter et de mieux comprendre ce qu'est un sondage. Chaque jour, des sondages sont publiés partout dans le monde entier. Mais pour bien comprendre, de quoi s'agit-il ? C'est quoi la différence entre une enquête d'opinion et un sondage d'opinion ? Donc, globalement, c'est juste deux mots différents pour exprimer la même chose. Un sondage, c'est une enquête. On sonde, c'est-à-dire qu'on prend la population globale, on crée un échantillon qui est cette population réduite et on va enquêter auprès de cette population. On va sonder cet échantillon qu'on pourra après ou non extrapoler à l'ensemble de la population. L'idée est la même, c'est juste une population réduite qu'on appelle dans notre jargon un échantillon que l'on va étudier, à qui on va poser des questions. Alors, si j'ai bien compris, les sondages, c'est observer un échantillon de population et cela permet, en extrapolant, de porter un regard sur l'ensemble de la population avec une marge d'erreur ? Alors bien sûr, il y a une marge d'erreur. D'abord, il faut bien comprendre que cet échantillon, pour être fiable, doit être, c'est une notion extrêmement importante de notre métier, représentatif. C'est-à-dire qu'on prétend, avec ce modèle réduit de la population, représenter l'ensemble de la population. Ensuite, il faut comprendre qu'il y a plein de méthodes. On ne va pas rentrer dans la technique aujourd'hui. La méthode la plus commune dans la partie européenne, disons, c'est ce qu'on appelle la méthode des quotas. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller au hasard, complètement au hasard pour, selon la loi des statistiques, reconstituer une population, on aide un petit peu ce hasard en prédéterminant. Si par exemple vous avez 52% de femmes, 48% d'hommes dans la population, dans notre échantillon, nous aurons 52% de femmes, 48% d'hommes. Mais est-ce que pour autant on est exempt d'erreur ? Non. Il y a des biais, ce qu'on appelle des biais dans notre jargon à tous les niveaux. Les biais sont possibles, on sait les prendre en compte et on sait aussi les mesurer, notamment avec cette fameuse marge d'erreur dont parlent souvent les médias. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache bien de quoi il s'agit. Ben justement, on va en parler des médias dans un instant. Alors, rattachons tout cela à la situation actuelle et ce qui nous préoccupe. C'est pour ça que c'était important de vous avoir avec nous aujourd'hui. Les Marocains, mais aussi l'ensemble du continent africain, est très préoccupé par ce qui se passe actuellement en Europe. La montée du populisme, mais aussi de l'extrême droite, où à des fins politiques, les candidats utilisent notamment la migration. C'est à la mode apparemment. De nombreux sondages démontreraient, et je vais le mettre au conditionnel, vous allez voir pourquoi, qu'une majorité d'Européens sont contre. La préoccupation majeure, c'est que cela influence les électeurs. Je vais vous citer un exemple très précis. Une chaîne de télévision française a récemment fait un sondage, ce qui a été repris par tous, c'est qu'un Français sur deux est pour une immigration zéro. Des personnes interrogées se déclarent favorables à l'idée de stopper totalement l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale d'ailleurs. Mais 59, on découvre quand on rentre dans le détail, que 59% des répondants se disent contre. Donc l'info est tronquée. En réalité, c'est une majorité qui serait
pour ne pas stopper la migration. Alors, d'où ma question, est-ce que nous n'avons pas une énorme part de responsabilité, nous médias, en ne donnant pas les détails et en utilisant en fait la partie qui va intéresser celui qui va commander le sondage? Je suis tout à fait convaincu de la responsabilité des médias dans la lecture des sondages. Ça ne veut pas dire qu'on peut exonérer tous les instituts de sondage. Il y a des sondages qui sont plus ou moins bien faits, plus ou moins sérieux. Mais globalement, il y a une douzaine d'instituts européens, voire mondiaux, parce qu'aujourd'hui tout est international, qui font bien leur métier. Et vous avez parfaitement raison de souligner les carences qu'il peut y avoir au moment de la lecture de ces sondages. Un média, bien sûr, il est là pour informer ses auditeurs, ses téléspectateurs, mais il est là aussi pour faire du buzz. Et nous, qui sommes juste de modestes livreurs d'informations, nous ne sommes pas du tout capables de maîtriser quelle est la partie du sondage qui va être utilisée à bon escient ou à mal escient. Ce sont les médias qui décident ce qu'ils vont mettre en exergue, c'est pas nous. Oui, finalement, voilà ce que je dis. En fait, notre responsabilité quand on lit un sondage qui dit un Français sur deux, alors qu'en réalité, ils ne sont que 40 et la majorité, elle, se prononce contre, on trompe presque et nos auditeurs et nos téléspectateurs. Alors la question, c'est de savoir si cette chaîne les française, c'est médias elle qui avait commandé ce sondage. Trompent sciemment ou trompent par, je dirais, carence, méconnaissance du mécanisme des sondages, de leur lecture, parce que là, on pourrait se poser la question sur tous les gens qui n'ont pas d'opinion. Sont-ils comptés? Ne sont-ils pas comptés? Si la moitié des Français qui s'expriment sont, par exemple, contre l'immigration, c'est pas du tout la même chose que de dire la moitié des Français sont contre l'immigration. Ça n'a rien à voir. Le sondage peut vous permettre de le savoir. Le média, qui va normalement au plus court et fait des raccourcis parfois un petit peu douteux, ne va pas le dire. Donc, on interprète effectivement, parfois de façon totalement abusive, des sondages, même des sondages remarquablement bien faits. Alors vous qui êtes un consultant à l'international aujourd'hui, vous trouvez que la majorité des sondages sont à des fins politiques, ou est-ce que c'est ceux dont on parle le plus, bien évidemment, quand on est en période préélectorale, ou en réalité, il y a, parce qu'aujourd'hui, des sondages, il en existe sur tous les sujets, et même peut-être sur ma consommation d'eau quotidienne ou autre, mais est-ce que c'est aujourd'hui, vous diriez qu'il y a un boom du sondage politique, ou pas plus que ça ? Il y a une légère augmentation du sondage politique, mais pour mettre les choses en perspective, si je prends l'organisme que j'ai eu l'honneur de diriger pendant 20 ans, presque 20 ans, les sondages politiques représentaient 2%. Je dis bien 2% de notre activité. Et vous avez tout à fait raison. Quand vous buvez de l'eau, vous choisissez un yaourt. Les sondages sont passés par là. Pas seulement, il y a d'autres façons de faire des études, mais des études par sondage, elles sont partout. Et les études politiques, tout ce qui est politique et social représente à peu près 10% de notre activité. Dans les 10%, il y a un cinquième qui représente les études politiques comme telles. C'est-à-dire c'est très peu en réalité. Est-ce que ça, j'aimerais bien avoir une question, mais alors, très claire, est-ce qu'un sondage peut influencer le vote d'un électeur? Alors, il faut différencier deux choses. Est-ce qu'un sondage peut influencer? Est-ce que l'interprétation, parfois maladroite ou abusive d'un sondage peut influencer? La deuxième réponse, oui, bien évidemment. Vous en avez donné un exemple parfait. On interprète mal et on fait dire à un sondage ce qu'on veut dire. On fait dire à des chiffres ce qu'on veut dire. Ensuite, un sondage lui-même peut-il influencer les comportements, par exemple électoraux? La réponse est oui. La réponse est oui, mais ce que nous avons étudié pendant plus de 50 ans, Science on Science, nous avons essayé de comprendre dans quel sens ça marchait. Et si je voulais résumer, je dirais ça marche dans les deux sens. Je vais vous prendre un exemple très concret pour que vos auditeurs comprennent, eux aussi. Si vous avez un candidat qui, à la veille des élections, a 55% d'intention de vote, l'autre candidat a 45%. Si nous donnons ces chiffres-là, il va y avoir un effet, on pourrait l'appeler l'effet panurge peut-être. Oui, ça y est, il va être élu avec ses 55%, donc je vais voter pour lui. Mais il va y avoir aussi un effet de démobilisation. Bon, ça y est, il est presque élu, je peux aller à la pêche.
Et à l'arrivée, aujourd'hui, on n'a jamais été capable de prouver que les effets positifs ou négatifs ne s'équilibrent pas à l'arrivée. Donc oui, le sondage peut avoir une influence. On a vu il y a quelques années avec un candidat extrême droite qui était en train de monter. Nous, on le savait, mais on n'avait plus le droit de publier. Eh bien, on a vu qu'effectivement, à ne pas publier, les gens qui n'étaient pas très motivés pour aller voter n'y sont pas allés. Et le fait de ne pas avoir publié le sondage, qui en l'occurrence n'était pas une décision de l'Institut, mais une décision légale, a permis probablement à ce candidat d'être au deuxième tour, ce qui ne l'aurait pas été si nous avions pu publier nos résultats. Donc oui, il y a une influence, bien évidemment. Mais la mesurer et penser qu'elle est systématique et surtout intentionnelle serait une erreur. Donc il faudrait peut-être interdire les sondages durant les campagnes électorales ? Alors, il y a deux choses. Il y a interdire les sondages et interdire leur publication. Dans la plupart des vous avez pays raison, aujourd'hui... parce que ça, c'est deux choses totalement différentes. Voilà. Dans la plupart des pays aujourd'hui, on a libéré absolument tout simplement parce que à l'ère d'Internet, du digital, si vous interdisez dans un pays la diffusion, mais que dans l'autre pays d'à côté, l'interdiction n'existe pas, bien évidemment, les gens iront sur Internet et iront chercher dans le pays d'à côté les résultats qu'ils n'ont pas. La question que vous posez, c'est peut-être celle de l'interdiction absolue des sondages. À titre personnel comme professionnel, mais également au niveau éthique, je ne suis pas du tout favorable. C'est un petit peu, pour moi, comme de dire, la fièvre, quand quelqu'un est malade, ça peut éventuellement inquiéter et changer. Donc, on va casser le thermomètre ou on va l'interdire. On n'a pas le droit d'utiliser le thermomètre pendant telle période. Ça ne me paraît pas une bonne mesure. En revanche, ce qui me paraît une très bonne mesure, c'est que des commissions de sondage soient extrêmement exigeantes sur la façon dont le sondage est réalisé, depuis l'échantillonnage jusqu'à la formulation des questions, jusqu'à la présentation des résultats. Je pense qu'on peut même durcir les règles qui existent dans la plupart des pays pour éviter du grand n'importe quoi, faire paraître un sondage, ce qui n'est en fait qu'une consultation de vos auditeurs ou de vos lecteurs. Ça, je pense que c'est plus une voie à explorer que celle de l'interdiction pure et simple. Mais justement, à l'heure des fake news, comment savoir si un sondage est crédible ou pas ? Puisque vous venez de le dire, et c'était ma question suivante, comment je peux faire confiance à tel ou tel sondage ? Est-ce que je dois aller fouiner et chercher qui est à l'origine de ce sondage, ou peut-être de l'Institut de sondage lui-même ? Oui. Alors, il y a la réponse courte qui est exactement celle-là. Il y a des instituts de sondage qui, pour rien au monde, ne mettraient leur réputation en jeu pour une quelconque cuisine ou magouille au niveau des sondages. Rien que dans notre région, on en connaît au moins une quinzaine. Et puis, il y a tout un petit tas d'officines qui sont prêtes, effectivement, à se vendre au plus offrant et se prêter à toutes les manipulations. Ça, c'est la réponse courte. La réponse un peu plus longue, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle la fiche technique du sondage. C'est-à-dire ? Combien de cas ? Si vous avez un sondage sur l'ensemble de la population à moins de 1000 cas, la marge d'erreur est très importante. Tellement importante que 52-48, ça peut être complètement inversé. Donc un vrai ça n'est pas sondage, fiable. c'est à partir de quel chiffre alors ? Alors, ça dépend ce qu'on cherche. Prenons un sondage politique quel qu'il soit sur 1000 cas, qui est, à mon sens, pratiquement le minimum pour un sondage d'envergure nationale. Et on va aller au cas le plus simple. Vous avez 52-48. Un candidat A, 52, un candidat B, 48%. Avec 1000 cas, on sait, c'est ce qu'on appelle la marge d'erreur, que ça peut être plus ou moins 2,8% chacun dans cette configuration. La marge d'erreur est importante et en fait, un 52-48, les instituts sérieux vous diront c'est très serré. On peut pas dire. Maintenant, si vous voulez sur ces 1000 cas dire la moitié c'est des femmes, comment vont voter les femmes ? Et parmi les femmes, comment vont voter les femmes jeunes ? Alors là, vos 1000 cas ne sont pas suffisants parce qu'on arrive à des sous-échantillons de taille tellement réduite que la marge d'erreur augmente inversement à la taille de l'échantillon. Donc quand j'entends des sondages qui disent oui, les femmes de moins de 25 ans sont pour le candidat Z, ça n'a pas de sens. En tout cas, les résultats du sondage bien lu ne permettent jamais de ce niveau de finesse. Jamais. Ou alors il faudrait des études à 5000, 10 000 cas ou Qui plus. détermine les questions posées dans un sondage ? Alors, en général c'est évidemment très toujours variable. celui qui commande le sondage ? En général, les organismes, ça peut être des entreprises, ça peut être des partis politiques, de plus en plus souvent, en tout cas dans les études politiques, ce sont les médias eux-mêmes
qui demandent, mais ce n'est pas eux qui formulent les questions. Les sondages sont faits pour répondre à des thématiques. Le demandeur, le client, propose ces thématiques. Et l'Institut décide de la meilleure façon de formuler la question qui traitera de cette problématique. Donc c'est définitivement la formulation des questions, une responsabilité de l'Institut de sondage. Et c'est d'ailleurs bien que ce soit comme ça, parce que parfois un seul mot peut changer complètement la compréhension de la question et donc les résultats. Alors, on parlait de fake news, pour rendre un sondage encore peut-être plus crédible, est-ce que le mode opératoire, les modes utilisés aujourd'hui par les instituts de sondage, évolue ou pas ? Il a considérablement évolué depuis 20 ans. Pour faire diminuer très court. Justement la marge d'erreur ? Non. Pas spécifique. Non. La marge d'erreur, elle reste ce qu'elle est, quelle que soit la façon de collecter les données. La raison a été simple. Il y a 20 ans, on faisait du face-à-face. Ça voulait dire quoi ? Qu'on allait dans les foyers ou éventuellement par interception, dans la rue ou dans les centres commerciaux, et on interviewait les gens avec des questionnaires en papier. C'était une solution qui avait ses avantages, mais qui de plus en plus a été refusée par les interviewés eux-mêmes. Donc, on a eu une époque où c'est passé à ce qu'on appelle le CAPI. C'est le même sondage, mais qui est fait non plus avec du papier, mais avec un petit terminal d'ordinateur. On a commencé à mettre du téléphone et, depuis à peu près 10 ans, la plupart des sondages, y compris les plus fiables, sont faits par Internet. Et là, je vois tout de suite vos auditeurs dire « Ah bah oui, bah voilà, ça y est, on a compris. Si c'est par Internet, comment peut-on avoir des résultats fiables dans une population ?» que dans les milieux ruraux, les campagnes, les personnes âgées, là, ça serait tronqué carrément. Non. Alors justement, c'est là que ça devient intéressant. Alors je vais essayer de ne pas être trop technique. Les instituts de sondage prennent des résultats. Mais ce n'est pas parce que le résultat donne 50-50 ou mes 52-48 de tout à l'heure que le résultat publié va être celui-là. De façon très transparente, nous avons des critères de pondération. C'est-à-dire que beaucoup d'études préalables disent, par exemple, pour reprendre votre exemple, que les agriculteurs sont beaucoup moins représentés sur Internet qu'ils ne devraient l'être. Eh bien, leur poids dans l'échantillon va être augmenté. Il va y avoir un coefficient qui va leur donner plus de poids dans les résultats. Et donc, on va avoir à l'arrivée une représentativité parfaite, en tout cas aussi parfaite que ce qu'on recherchait, grâce à cette pondération. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas les sondages pensent que la pondération, c'est juste de la cuisine des instituts. Pas du tout. C'est justement fait pour essayer à tous les niveaux d'avoir une représentativité optimum. Merci beaucoup, ça passe vite, ça passe très 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 vite. On est déjà à une demi-heure. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un grand spécialiste des instituts de sondage, que vous avez dirigé l'un d'entre eux pendant plus de 20 ans et aujourd'hui consultant à l'international. Mon invité aujourd'hui était Alain Rosenfeld. Je retiens une chose, pour nous les médias en tout cas, que nous devrions lire un peu plus en détail, rentrer un petit peu plus en profondeur avant de ne retirer qu'un chiffre qui peut être totalement trompeur, et pour nos auditeurs et pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Sans aucun doute. Merci à vous. Merci. Vivre avec vous.